Bonjour à tous et bienvenue pour le premier webinaire de Smoovin sur les enjeux pour le secteur immobilier post-Covid-19. Je vous remercie d'être là. Moi, c'est Michael, je suis le fondateur et CEO de Smoovin, qui est une application pour la gestion des biens immobiliers. Quelques petites informations avant de commencer. Donc, le webinaire va être enregistré et vous recevrez par email une version de la vidéo. Comme ça, vous pourrez reconsulter toutes les informations qui ont été partagées pendant le webinaire. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les poser sur la droite sur votre écran et on répondra à vos questions à la fin du webinaire où on a prévu une dizaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Je vous présente maintenant nos deux intervenants. Nous avons d'une part Jean-Pierre Lannoy, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour, je suis le président du Centre d'études et de formation immobilière. Et nous sommes un des principaux organismes de formation à l'égard des agents immobiliers. Et nous disposerons tantôt des formations pour compte de l'IPI que naturellement pour compte du Fonds social. Donc nous sommes un opérateur spécialisé dans la formation dédiée aux agents immobiliers. Et nous avons également avec nous Idriss Gossens, le CEO de PropTech Lab. Bonjour, parmi vous, merci pour l'invitation. Donc PropTech Lab est un réseau qui rassemble les innovateurs de l'immobilier. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Ah, voilà. Donc je disais, je disais donc que PropTech Lab est un réseau qui rassemble les innovateurs de l'immobilier, donc les startups et les grands groupes immobiliers intéressés d'innover. Notre mission, c'est d'aider la transition digitale du secteur et on réalise cette mission en donnant à nos membres accès à des événements exclusifs, à des services exclusifs et à du contenu et des analyses exclusives. Voilà. Merci Idriss. Donc on va directement commencer par le commencement. On a un ordre du jour avec trois grands sujets. D'abord, on va parler un petit peu de ce qui a radicalement changé ces dernières semaines, ces derniers mois, voir comment le secteur de l'immobilier profite de ces changements et ce que le secteur peut faire pour mieux rebondir et pour anticiper éventuellement de nouvelles crises. Donc, qu'est-ce qui a radicalement changé dans le secteur de l'immobilier ces dernières semaines? Jean-Pierre, qu'est-ce que vous constatez auprès de vos membres ou des gens qui suivent les formations chez vous au niveau des dernières semaines? Je crois comme tout le monde, tous nos membres ont été fortement surpris quand à la mi-mars, on leur a appris que finalement, ils devaient rester chez eux et que quelque part, eh bien, c'était fini d'avoir des formations distancielles. L'agenda était excessivement rempli. Nous organisons plus ou moins 800 formations par an. Donc, c'est pour vous dire que par jour, ça fait 7 à 8 formations d'au moins 15 personnes sur toute la Belgique francophone. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde de déplacement, ça fait beaucoup de monde d'organisation qui subitement a été dit, il n'y a plus rien. Alors, dans les premiers 8 jours, moi, ma qualité de président, je me suis dit, le CEFIM va faire un grand sommeil pendant 2 mois, 3 mois, et puis on va attendre. Rapidement, on s'est dit, on va quand même pas rester comme ça, on va directement réagir, et nous allons organiser effectivement des formations d'une manière distancielle. Faut-il quand même dire que nous avions dans nos cartons un projet qui consistait en la création d'une plateforme de formation complète composée de modules avec une pédagogie tout à fait particulière. Nous avions ce projet-là qui devait être développé à partir du mois d'octobre 2020. La réaction pour le CEFIM a été dans 15 jours, sur une période de 15 jours, de la développer et de la mettre ouverte à l'égard de l'ensemble des agents immobiliers. Quelle a été la réaction des agents immobiliers? Alors, tout d'abord, nous avons connu une première période où nous nous sommes rendus compte que finalement, pas mal d'agents immobiliers avaient des difficultés de manipulation. Tantôt, ils n'avaient jamais fait de vidéoconférence, tantôt, ils ne connaissaient pas toute une série de fonctionnalités de leur propre ordinateur. Donc, je ne vous cache pas que quand on dit qu'est-ce qui a radicalement changé, on pourra dire qu'il y a pas mal, même des agents immobiliers, qu'ils ont été hyper étonnés de pouvoir avoir, finalement, ils avaient devant eux un outil qu'ils utilisaient peut-être à 10% de leur capacité. Premier réflexe.
Deuxième chose, on s'est dit, mais comment est-ce que ça va pas être trop dur finalement? Est-ce qu'on va parvenir à convaincre, d'une part du côté du formateur et de l'autre côté, du côté des personnes, des auditeurs, on va les appeler comme ça. Eh bien, je veux dire que l'assimilation a été excessivement rapide. Je crois en 5, 10, 15 minutes, à partir du moment où il y avait un intervenant qui cadrait bien les fonctionnalités de la plateforme, qui cadrait bien les conséquences ainsi que la rigueur, eh bien, je crois que ce qu'il en est advenu pour nous au niveau des formations, c'est que maintenant, depuis 1 mois et demi, les réactions sont très fréquentes pour nous dire, s'il vous plaît, quand la période de déconfinement sera tout à fait terminée et qu'on reprendra toutes les activités, s'il vous plaît, maintenez votre outil. Cet outil donne une largeur beaucoup plus importante, nous permet une disponibilité beaucoup plus grande et nous allons travailler là-dedans, s'il vous plaît, maintenez-le, etc. Donc, je crois que d'une manière, en ce qui concerne notre secteur dédié à la formation, je crois qu'on est parvenu à vraiment apporter un changement radical dans la perception, ce qui n'était pas du tout le cas précédemment. Ça, c'est une première réaction. Ouais. Est-ce que vous voyez le parallèle au niveau de l'activité propre de l'agent immobilier? J'entends découverte des nouveaux outils et qu'on voit un mieux par la suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez aussi dans l'activité quotidienne des agents immobiliers? Moi, je crois qu'on a actuellement, on a pu voir effectivement des agents immobiliers qui découvrent leur outil, qui vont aussi, s'ils ont découvert cet outil-là, je crois que je suis certain qu'ils seront certainement à l'écoute d'en découvrir plein d'autres. Et je crois que c'est ça aussi. Je crois que ça a donné un espèce d'effet levier de prise en connaissance, de dire aux gens, aux agents immobiliers, écoutez, voilà, c'est ça que ça existe. Maintenant, quelles vont être les influences dans le métier de tous les jours, dans leur métier de courtage, dans le métier de gestionnaire, dans le métier de régisseur? Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir, je crois, effectivement un effet bénéfique et que dans les prochains mois, finalement, on va se dire, pourquoi je dois me déplacer? D'accord, mais est-ce que si je ne dois pas me déplacer pour ça, est-ce que peut-être il y a toute une série de tâches? Est-ce que je ne pourrais pas être aidé? Est-ce que n'y a-t-il pas un outil qui existait? Alors vous allez me dire, il existait bien entendu avant la crise sanitaire, mais il n'avait pas tout à fait le même écho. Je crois que c'est une question d'écho qui était tout à fait différent, qui n'était pas totalement compris du secteur de l'immobilier. Ça permet de rebondir avec Idriss directement. Est-ce que c'est quelque chose que vos membres ressentent aussi, Idriss? Ouais, moi j'aimerais juste peut-être faire un pas de recul pour avoir une vue plus globale ou plus macroéconomique entre guillemets. Moi, ce qui m'a vraiment choqué ou ce qui m'a vraiment impacté, on va dire durant les 3 derniers mois, c'est vraiment que l'économie a été mise complètement en hibernation. Donc tout a été mis en pause. Et ce qui m'inquiète, c'est un point de vue vraiment sociétal. Et je vais répondre à la question très concrètement juste après. Mais c'est les conséquences sur les individus de la société, par exemple, toutes les conséquences sociales, la paupérisation. SD Works dit qu'il va y avoir 350 000 personnes qui vont perdre leurs emplois dans les 6 prochains mois à cause du Covid-19. Donc, ça va coûter vraiment très cher, tant à l'État qu'aux sociétés, qu'aux individus. Et donc, ça, c'est la première préoccupation que j'ai. Maintenant, si on regarde vraiment l'impact que ça a eu sur le secteur de la construction et le secteur de l'immobilier, donc on représente, nous, 106 sociétés qui sont membres, eh bien, c'est assez difficile d'avoir une conclusion commune parce qu'il y a plein de corps de métiers différents. Mais ce que, en tout cas, l'UPSI, donc la Fédération des promoteurs immobiliers, a souligné, c'est que les premières difficultés, c'est évidemment tout ce qui est le chômage des collaborateurs, la mise au chômage de tous les collaborateurs, tout ce qui est les interruptions des chantiers, les interruptions des transactions, les interruptions des actes notariaux, tout ce qui est les problèmes de liquidité, de trésorerie, tout ce qui est les procédures administratives qui sont ralenties, tous les problèmes de délai et de recours de permis et l'impossibilité d'organiser des assemblées générales, tant pour les livraisons, enfin les réceptions provisoires des parties communes, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc ça, c'est au niveau de tout le secteur. Si on veut être plus précis, c'est un petit peu difficile parce qu'il faut savoir de quelle classe d'actifs on parle, parce que le résidentiel, c'est pas le retail, c'est pas le bureau, soins de santé, logistique, etc. Ce qu'on peut dire, c'est que les classes d'actifs qui n'ont pas du tout été impactées, c'est tout ce qui est les data centers, tout ce qui est le retail essentiel, donc les supermarchés, les pharmacies, et aussi ce qui est le affordable housing, donc le résidentiel abordable. Toutes les autres classes d'actifs ont été super fort touchées. Et donc,
pour répondre à la question de qu'est-ce qui a radicalement changé, et là je suis d'accord avec Jean-Pierre, c'est que pour moi c'est surtout la mentalité qui a changé. Les grands groupes immobiliers se rendent compte que l'innovation doit être une priorité absolue. C'est plus un luxe ou c'est plus une option, c'est vraiment une question de survie. Et donc il faut digitaliser ces process, il faut être agile, il faut nouer des relations avec les startups. Et on pense même que la résilience du secteur, donc la capacité du secteur à rebondir et à se remettre de cette crise, dépend de sa capacité à nouer des relations avec les startups et à déployer des solutions digitales. Ok, merci. Ça, ce serait mon. Donc on a d'une part des changements d'habitude, des changements de mentalité, et ma question c'est comment est-ce qu'on en tire profit? Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place pour en profiter dans les mois qui viennent? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Est-ce que vous avez des exemples à partager, Jean-Pierre peut-être? Je crois, ici, ça a été également pour le CFIM une certaine expérience, c'est-à-dire que nous avons mis à profit, comme nous avions pas mal de réceptivité en ce qui concerne cette modification, ces formations distancielles, nous en avons profité pour intégrer à travers nos formations un tout autre produit qui sont le CFIM Learning Lab, qui est en fait une plateforme complète de formation composée de modules, composée d'une pédagogie tout à fait particulière et disons qui va permettre surtout à l'agent immobilier d'avoir non seulement de suivre des formations, mais également d'avoir une espèce de bibliothèque à sa disposition sur toutes les formations existantes, donc qui va lui permettre d'avoir un outil, tout ça à portée de sa main, à portée d'un PC, smartphone, etc. Donc d'une grande accessibilité. Ce qu'on entend beaucoup, et le mot que nous attendons maintenant, c'est que pas mal d'agents immobiliers nous disent maintenant nous allons avoir le temps de. Alors, nous allons avoir le temps d'effectivement participer à plus de formations. Nous allons avoir le temps de peut-être être plus attentifs à certains dossiers. Et donc, je me dis que tous ces outils qui finalement ont été mis en place durant cette période, eh bien, je crois qu'ils vont permettre, ça va permettre à donner un autre temps finalement et permettre à tous ces professionnels de peut-être s'orienter, peut-être, dans d'autres démarches à l'égard de leurs clients et d'être peut-être encore un peu plus au côté humain du client. Et peut-être avoir plus aussi de pouvoir gérer en fait ce client et de pouvoir effectivement être d'une plus grande écoute à son égard. Je crois que c'est un peu ça que je pourrais dire par rapport à tout ce qui a été mis en place par rapport à ce bouleversement. J'étais sur ImoWeb récemment, j'ai vu fleurir les visites virtuelles. Est-ce que c'est quelque chose qui a été mis en place par nécessité ou est-ce que vous le voyez aussi dans une optique d'améliorer la qualité du service par rapport aux clients comme vous mettiez en avant? Mais je crois que les visites virtuelles constituent naturellement quelque chose en plus. C'est naturellement un plus qui va permettre aussi ça permettrait aussi de sérieusement limiter toutes ces visites inutiles parce que tout simplement le descriptif ne reproduit pas finalement une situation exacte. Donc je dis que là également on apporte quelque chose, un élément positif. On apporte également aussi ces sources de gain de temps et bien entendu ces sources de valorisation du bien immobilier. C'est de la nouveauté, ça donne un autre effet, ça peut être travaillé, ça peut donner toute une série de sources aussi. Bien entendu, c'est un outil excellent, c'est un excellent outil qui lui aussi était principalement sur le marché belge parce que je considère que le marché belge est excessivement, peut-être pas dire en retard, c'est pas ça, mais qui n'a pas été aussi à l'écoute de toute cette innovation qu'on peut trouver sur le continent nord-américain principalement. Donc je dis que quelque part, on découvre ce genre de produit, ce genre d'outils, qui ne peut être également aussi que naturellement positif et qui, je crois, va devenir quelque part devrait se généraliser. J'en suis persuadé d'ailleurs. Il devrait plutôt se généraliser, oui. Donc c'est une bonne chose à long terme. C'est déjà un des premières adaptations du secteur, en tout cas au niveau des visites. Est-ce que vous en voyez d'autres? On parlait Idriss, des actes notariaux. On a entendu parler des premiers actes qui ont été signés complètement digitalement. Comment est-ce que le secteur l'accueille, Idriss? Alors,
Je crois que la façon de tirer profit de cette crise et des changements que ça a impacté, c'est vraiment d'avoir une stratégie d'agilité, d'être agile, donc d'être capable de s'adapter rapidement à cette nouvelle réalité. Et donc, il y a la possibilité de déployer des outils digitaux, hein, comme les visites virtuelles, où il y a toute une autre série d'exemples. Mais je crois qu'il faut avoir une vision plus stratégique que ça. Euh, Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut rester à l'écoute du marché, vraiment comprendre, avoir une vision sur quelles sont les tendances de fond long terme, parce que cette crise n'a rien fait que accélérer des tendances qui étaient déjà entamées avant la crise, comme la digitalisation, mais d'autres tendances aussi. Et c'est très important d'avoir aussi une approche opportunistique, donc ne pas hésiter à se jeter à l'eau en dehors de son core business. Et donc, pour être très concret, il y a peut-être des opportunités de reconvertir des bureaux qui sont vacants en cloud kitchens, par exemple. On sait qu'il y a eu toute une augmentation du nombre de repas qui ont été commandés sur sur toutes les solutions de livraison digitale, Uber Eats, Deliveroo, etc. Pourquoi pas reconvertir des parkings en last mile delivery hubs. On sait que tout ce qui est le e-commerce a aussi énormément explosé. Mais il y a toujours le problème du last mile delivery. On peut aussi, pourquoi pas, Et reconvertir des espaces de bureaux vacants. Enfin, voilà, j'ai plein d'autres exemples. Et donc, est-ce que l'agent immobilier peut jouer un rôle dans cette reconversion en conseillant ses clients? Comment est-ce que l'agent immobilier peut jouer son rôle dans cette reconversion? je pense que l'agent immobilier doit avoir une vision long terme, comprendre qu'il y a des enjeux et de très long terme et éviter de se focaliser peut-être juste sur la transaction court terme avec la commission, ce qui parfois est peut-être un peu trop l'approche ouais, court-termiste. Et donc, je pense que si l'agent pouvait garder captifs les utilisateurs en étant un vrai catalyseur de service, comme ce qu'essayent de faire les grands groupes, hein, CBRE, GLL, etc. Ils essaient de garder captifs leurs utilisateurs en, oui, étant des conseillers pour la transaction, mais aussi étant des conseillers pour le property management, en service de digitalisation, en workspace aménagement, enfin vraiment en intégrant toute la chaîne de valeur. Et donc, si l'agent immobilier, peu importe que ce soit du résidentiel, du tertiaire, logistique, ou peu importe, mais si on a cet état d'esprit d'apporter plus de valeur, d'apporter plus de services, peut-être que c'est une façon de répondre. Donc, ce sont des nouveaux services, des nouvelles sources de revenus. Potentiellement, comment est-ce que un agent immobilier peut monétiser ce genre de nouveaux services? Mais je crois qu'une des grandes difficultés, ce qu'on a constaté, et je crois que ça a été encore révélé encore récemment, l'agent immobilier belge, proprement dit, ne travaille pas suffisamment par rapport à la donnée client. C'est-à-dire que, malheureusement, à regret, on constate que pas mal d'agents immobiliers se disent, voilà, ben, ils disposent d'un bien à vendre, ils ont une convention, voilà, ben, ils l'ont vendu, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir client, j'ai perçu ma commission, et bien voilà, et c'est terminé, et on en arrête là. Je crois qu'actuellement, avec tout ce qui est mis en place, je crois que ce portrait-là de l'agent immobilier qui se limite naturellement à uniquement réaliser sa prestation, je crois qu'il faut bien considérer, pour moi, c'est ma vision personnelle, il est révolu. Ou à tout le moins, ce n'est pas un core business qui va durer excessivement longtemps. Ces agents immobiliers-là, et fréquemment, je permets de le rappeler, ces agents immobiliers sont en danger parce que ce métier-là va disparaître. Oui. Par contre, l'agent immobilier qui tantôt devient un réel facilitateur à l'acquisition, un facilitateur à la vente, qui dispose de sa clientèle, qui suit sa clientèle, qui va en permanence devenir vraiment le conseiller, mais pas le conseiller pour une opération, le conseiller sur 5, 10, 15 ans, 20 ans, lui va non seulement avoir un effet bénéfice au niveau de sa société, parce qu'il va parvenir à avoir un réseau de données importantes, un réseau de clients, un client, une confiance. Ça va lui permettre également, avec des produits qui sont sur place, de pouvoir répondre à ces demandes. Effectivement, il aura été consulté dans le cadre d'une vente et peut-être 3 mois après, ou 1 an après, 2 ans après, eh bien, il y aura peut-être, le client deviendra peut-être bailleur et lui, il faudra trouver peut-être un produit pour essayer de le poursuivre et pour essayer naturellement de poursuivre sa mission. Donc, on a une diversité qui doit être donnée à travers cet agent immobilier qui doit être
pouvoir apte à pouvoir donner toute une série de services multiples. Mais de là doit, et là je prêche un peu pour notre chapelle, il doit avoir la capacité en formation de pouvoir répondre et de pouvoir être vraiment assuré le suivi. Et de parallèlement à ça, il doit pouvoir apporter avec toute une série d'éléments, avec des outils, avec des logiciels, etc., pouvoir répondre de telle manière à revaloriser absolument ce contact humain. Vous savez, fréquemment, il y a quelques années, on disait j'ai mon notaire. J'ai mon notaire et mon notaire m'a dit ceci et mon notaire. Et quand le notaire disait c'est mon notaire qui a dit, eh bien, je crois que ça, c'était des vieilles générations. Bon sang, il fallait certainement pas dire le contraire. Je crois que le futur de l'agent immobilier, c'est que la population construira et la clientèle dit moi, j'ai mon agent immobilier. Et mon agent immobilier va me défendre parce qu'il est formé, il dispose d'outils, il est vraiment le compétent et il est reconnu parce qu'il dispose effectivement d'une totale légitimité. Moi, c'est ça le portrait futur. Mais donc, ça veut dire un agent immobilier très diversifié, avec beaucoup de connaissances et qui peut apporter beaucoup de services différents. Est-ce que c'est pas beaucoup pour une personne? Est-ce que ça impliquerait des regroupements plus importants d'agents immobiliers avec chacun ses spécificités? Comment est-ce que ça peut se passer? Parce que je peux pas imaginer qu'on soit spécialiste dans tout. Certainement pas. Il faut être principalement dans ce qu'on peut recommander. Soit on peut adapter des marchés de niche, on peut adapter des marchés de profil client, on peut adapter des attitudes plutôt dans certains secteurs géographiques. Vous savez, encore récemment, je voyais en France, une agence immobilière s'est spécialisée dans toutes les maisons au bord de l'eau. Eh bien, c'est l'agence immobilière au bord de l'eau. Voilà, au bord de l'eau. Eh bien, toutes ces personnes, ils ont conçu leur business en partant du principe que toute leur clientèle eh bien, préfère les maisons au bord de l'eau. Ils ont comme ça un portefeuille de toute une maison au bord de l'eau. Et chaque fois qu'on a une personne en France, mais d'une manière très, très lointaine, à des distances, pense ah ouais, ben, ce serait bien d'avoir une maison au bord de l'eau, ben, il va s'inscrire dans ce type naturellement d'organisation. Et une fois qu'on rentre là, eh bien, on rentre dans toute une série de services immobiliers qui sont destinés à des niches, à une spécificité, à une catégorie de, disons, personnes. J'ai même vu qu'il y avait des agences immobilières spécialisées pour les motards. Voilà, vous savez, ceux qu'on voit, les Harley Davidson, allez, je vais le dire comme ça. Eh bien, il y a même des agences immobilières spécialisées qui font que ça. Il y a même, malheureusement, pour les familles monoparentales aussi. Donc, je crois que c'est toute une série de marchés de niche. Et je crois que l'agent immobilier doit non seulement avoir cette palette de services, mais se situer dans une niche particulière, de telle manière à être le plus, disons, performant et immanquablement, ça va générer quoi? Ça va générer que moi, par exemple, si je suis spécialisé dans tel quartier, j'ai un excellent confrère mais je sais que mon confrère est spécialisé dans telle niche, eh bien, je vais effectivement renvoyer mon client vers là-bas, mais je garderai le contact avec le client. C'est ça, il faut bien entendu, l'agent immobilier doit devenir le facilitateur à l'acquisition ou le facilitateur à la vente. C'est lui qui doit l'accompagner et je crois que c'est je crois, un des grands défis pour l'agent immobilier. Est-ce que c'est aussi une grande opportunité pour le secteur PropTech alors, Idriss? Ouais, je suis assez d'accord avec cette vision, hein, de dire que il y a de plus en plus de niches de marché. Et en fait, une des grandes tendances qu'on a analysées, c'est que la prochaine bataille commerciale entre les concurrents ne va pas se faire sur la qualité du produit ou du service ou sur le pricing, mais vraiment sur l'expérience client. Et donc, je crois procurer une très bonne expérience client que quand on sert une cible très spécifique où on connaît vraiment bien les besoins des end users, qu'on soit un agent ou un promoteur ou un investisseur ou peu importe quel corps de métier. Et donc, je suis assez certain qu'il y a cette tendance d'avoir de plus en plus de niches. Maintenant, si c'est une opportunité pour la PropTech, je vois pas. Enfin, c'est un petit peu difficile de répondre à ça. Qu'est-ce que c'est la PropTech? Avant tout, c'est toute innovation, qu'elle soit technologique, technique ou business model dans la chaîne de valeur de l'immobilier. Et donc, c'est pas juste au niveau de la phase de transaction, c'est aussi ce qui est l'investissement au tout début, ce qui est la phase de construction, property management, tout ce qui est smart home, smart building. Donc, c'est vraiment très large. J'imagine que ça permet de mieux connaître ses utilisateurs dans le cas de la transaction, mais je vois pas vraiment de lien
le fait qu'il y ait de plus en plus de niches de marché. Ça, je crois que c'est plutôt une tendance qui vient des tech unicorns, donc les sociétés, enfin les géants de la technologie, qui eux ont habitué les consommateurs à avoir une bonne expérience client. Donc c'est la même chose qu'on veut avoir dans l'immobilier aussi, mais c'est pas lié vraiment à la PropTech, quoi. Ok, merci Idriss. Jean-Pierre, on a une première question d'un participant qui demande si les visites virtuelles ne vont pas remplacer de représentants. C'est une crainte légitime. Est-ce qu'il faut le voir plutôt comme une menace ou plus une opportunité? Oh non, je crois qu'il faut considérer avant tout tout ce qui est mis au niveau visite virtuelle comme faisant partie d'un marketing de mise en valeur du bien immobilier. Alors, c'est poser une question juste après la crise, juste au début de la crise, c'est poser la question de se dire, oui, mais finalement, visite virtuelle, est-ce que, puisque vous saviez que les visites avaient été suspendues et qu'on ne pouvait plus visiter les biens immobiliers, alors là, hein, on a dit, oui, mais bon, virtuellement, est-ce que si je peux présenter un bien immobilier, et est-ce que, finalement, l'acquéreur peut confirmer la vente et peut signer un compromis à partir d'une visite virtuelle? Alors, renseignement, la réponse a été, je sais que ça n'a pas fait plaisir à certains, la réponse a été oui, parce que je ne suis pas obligé de voir un bien immobilier de visu pour l'acheter. Mais naturellement, la prudence est là. Et je crois que naturellement, que toute personne qui a naturellement un peu de bon sens se dira quand même, oui, c'est vrai, bon, je vais acheter un bien immobilier. Bon, d'accord, il y a mon agent immobilier qui le valorise d'une manière virtuelle et qui le valorise vraiment et qui m'évite de perdre du temps parce que ça, je crois vraiment, ça correspond à ma demande. Et de l'autre côté, naturellement, mais pour autant dire que on va supprimer l'agent immobilier, on va supprimer le représentant, ça, non, pas du tout. Que du contraire, je crois que c'est un outil complémentaire qui vient s'adjoindre à côté du représentant de l'agence. Donc, c'est plus une opportunité pour faire des visites de qualité Moi, je dirais, meilleure. Oui, tout à fait. Moi, je trouve que c'est un plus. Et disons que quand je vois ici qui parfois ne font qu'ouvrir et fermer une porte, je vais dire que ça, c'est encore une vision de l'ancien agent immobilier. Là, cet agent immobilier-là, oui, lui, j'ose le dire, va disparaître. Oui. Moi, je ne sais pas si votre intervenant est d'accord avec moi. Ce profil-là d'agent immobilier va disparaître. Par contre, l'agent immobilier avec toute une série d'outils, avec toute une série de services, avec toute une série armée, avec toute une série de technologies, branding, etc. Là, oui, celui-là, il est, je crois, quelqu'un qui aura une carrière. La carrière est en pleine ouverte et c'est lui qui va profiter, je crois, de cette remise en question de l'agent immobilier. Ça, c'est certain. moi je dirais juste en commentaire qu'il ne faut pas voir la technologie comme une menace. Il faut voir la technologie comme un outil pour optimiser ses process, optimiser ses outils, optimiser son efficacité, sa productivité. C'est une opportunité pour mieux répondre aux besoins de ses clients. Et donc, il faut évoluer en fonction de la technologie, mais il faut pas l'ignorer. Et il faut pas avoir une attitude réfractaire. C'est juste une opportunité de s'améliorer. Donc, je suis assez d'accord avec cette vision. Vous savez, j'ai encore tout petit mot à dire par rapport à ça. Un exemple pratique. Un exemple pratique. Le CIFEM organise des cours dédiés à la discrimination au logement. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on a. Voilà. Et dans une des. Naturellement, à travers cette formation, il y a un principe, c'est qu'il faut naturellement refuser naturellement l'injonction de discrimination, c'est clair. Et on explique là-dedans comment faire pour pas dire convaincre le client, mais pour essayer de lui comprendre la difficulté qui peut être exposée face à une injonction de discrimination. Eh bien là, il y a un service qui peut être donné par un agent immobilier. C'était l'agent immobilier qui est à la location, il a un candidat locataire. Ben, par exemple, l'agent immobilier, comme je le vois moi, c'est par exemple de dire, écoutez, client bailleur, oui, vous êtes peut-être un peu réticent, mais écoutez, moi, je peux vous proposer un service à travers d'une plateforme, je crois que comme vous le faites à travers d'un, disons, logiciel, qui va vous permettre de suivre les paiements, qui va vous permettre, etc. Si vous voulez, je peux apporter un service complémentaire. Eh bien, ça, et ça a été reconnu par UNIA, qui est quand même l'organisme de référence en, disons, la matière, le fait d'élaborer cette confiance, eh bien, va permettre finalement de faire sauter un élément relatif à la discrimination. Donc voilà, regardez, ça c'est un petit exemple qui n'a strictement rien à voir avec notre problématique, portant du sujet, mais ça illustre bien ce côté outil complémentaire qui peut venir à l'agent immobilier sur une démarche classique. Voilà.
C'est bien, ça permet de rebondir sur la question de notre autre participant, qui était on parle beaucoup de l'évolution de l'agent immobilier, de son rôle, des services complémentaires qu'il peut apporter. Est-ce que au niveau de la rémunération de l'agent immobilier, est-ce que ça va avoir un impact ou est-ce qu'un changement de la rémunération peut faciliter ou accélérer cette transition? Je suis toujours très critique, moi, en ce qui concerne ces rémunérations. En ce qui concerne la vente, d'abord, je crois qu'il y a une chose qui est claire, c'est que le système fait que finalement, il y a quelque chose fondamentalement d'injuste, c'est qu'on fixe le montant des commissions en fonction du prix de la vente. Donc, c'est-à-dire que la personne qui dispose d'un plus gros patrimoine payera plus cher qu'un autre qui dispose d'un moins grand patrimoine. Donc ça, c'est une injustice. Et je crois que c'était une remarque qui m'avait été faite ailleurs. On m'avait dit, écoutez, il y a quand même quelque chose là qui ne va pas non plus à ce niveau-là pour un service qui est quasiment égal. Mais indépendamment, mais ça reste quand même une commission de résultats, ce qui peut justifier tantôt son montant relativement important par rapport à la prestation. Voilà, donc ça, c'est une chose. Maintenant, je crois que tous ces services ont un coût. Et je crois que un bon agent immobilier, qui soit régisseur, qui soit syndic, qui soit courtier, à partir du moment où il exécute une bonne prestation, à partir du moment où il a pu mettre un bien à un prix correct, à partir du moment où il fait son métier comme il le faut, selon des règles de déontologie, etc., je vais presque vous dire, la question de la rémunération n'est même plus un problème parce qu'elle est perçue du client pour dire j'ai un service. Oui, on aura toujours des clients qui trouveront ça trop cher, on aura toujours ça, mais ça c'est dans tous les marchés. Mais je crois qu'ici, je crois que si il y a un bon accompagnement de l'agent immobilier, si il est accompagné de toute une série d'outils valables, bah, il peut justifier bien entendu de ses prestations sans aucun problème. Ici on parle de C'est une très bonne question. Qui est un pourcentage effectivement. Est-ce que une transition vers un package de services est quelque chose que vous voyez dans le futur? Je ne sais pas comment ça peut évoluer. Je ne sais pas à qui est la question, mais peut-être. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Ce serait vraiment effectivement peut-être un changement, peut-être au niveau de cette prestation, de ces montants des prestations, principalement au niveau naturellement des prestations de courtage, bien entendu. Mais Idriss, la technologie a l'habitude de bousculer les codes. Est-ce que dans vos membres, est-ce que c'est des choses que vous voyez? Est-ce que c'est des discussions qui se passent? Vous savez, il y a une chose qui est claire, c'est que on ne peut que s'étonner de certaines agences immobilières, par contre, qui vont arriver en faisant ce qu'on appelle du low cost. Je ne crois pas fondamentalement, mais c'est une vision personnelle, ça n'engage que moi. Je ne crois pas aux services low cost avec des prestations de certains agents immobiliers. Je me demande comment est-ce qu'ils parviennent à réaliser. Si on a envie de faire du low cost, il faut le faire à une échelle telle qu'il faut avoir énormément de capitaux pour pouvoir tenir sur la longueur. Et même sur le continent nord-américain, on a déjà pu voir que certaines agences immobilières, des gros groupes, participent sur des actions low cost, mais on est dans des marchés excessivement non seulement énormes, et c'est des marchés excessivement qui peuvent être fragiles. Donc moi, je vais dire que à partir du moment où il y a une prestation, je suis toujours étonné de voir que certains agents immobiliers tournent à des montants qui sont tantôt inférieurs à 3 ou à 2 ou à 1. J'entends tous les chiffres. Il y a la réalité économique qui est là. Je rappellerai quand même que, et ça c'est quand même à souligner, que ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'avec la crise que nous avons connue, eh bien, pas mal d'agences immobilières se sont senties en grosse difficulté. Ce qui veut dire que effectivement, on a quand même des risques de structure de pas mal d'agences immobilières n'ont pas beaucoup de réserves en tant que telles, ce qui n'est pas bon non plus. Voilà. Ce qui veut dire que travailler trop sur du low cost, moi, je trouve que c'est très intéressant. Idriss? C'est très intéressant comme question. Je trouve le lien entre le modèle de compensation, le modèle de revenu et la façon de faire son boulot. Et donc, bon, il faudrait peut-être repenser, moi je trouve, le business model de l'agent immobilier, et on voit plein de nouveaux exemples avec tout ce qui est iBuying aux USA par exemple, mais enfin, ça arrive aussi en Europe avec Codit, qui est une startup qui a pris le marché européen, basée en Finlande, mais
Si on rebondit sur la question du syndic spécifiquement, je pense justement que ça, c'est un corps de métier dont le business model est un peu générant beaucoup de frustration, on va dire, parce que c'est un corps de métier où on est obligé d'avoir un portefeuille assez large pour être assez profitable, parce que les commissions sont relativement petites. Et du coup, on est obligé d'être un peu surmené par son volume. Et on voit souvent ça. Je vais pas citer d'acteurs, mais c'est la deuxième copropriété dans laquelle je suis et j'ai vu ça déjà avec deux des acteurs principaux. On va dire qu'ils sont submergés par nature, par design, parce qu'ils sont obligés d'avoir trop de volume. Et du coup, ils génèrent de la frustration auprès des copropriétaires. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire un suivi correct, quoi. Et donc leur mandat est chaque fois pas renouvelé. Et donc c'est vraiment je trouve un design, un modèle de compensation qui est mal pensé, quoi. Et donc il faudrait penser sur voilà un modèle où soit on a plus de services, soit on a un pay-per-use ou je sais pas moi quelque chose qui soit plus adapté et qui ne génère plus cette frustration, quoi. Donc c'est une question assez intéressante. J'ai pas de réponse comme ça, mais je trouve qu'elle mérite vraiment une réflexion. Il y a une question d'un de nos intervenants aussi sur la tenue d'Assemblée générale et l'adoption par la population de la technologie. Ici où on dit, est-ce que les personnes plus âgées vont pouvoir utiliser la technologie et par corollaire, j'étendrai un petit peu le sujet sur est-ce que ça s'adapte à tout le monde? Je crois, je crois Pardon. que on a déjà eu maintenant, on est en contact, enfin personnellement j'ai des contacts beaucoup avec le Québec, donc je vois où là on a des énormes copropriétés et là il y a des produits qui commencent à voir le jour maintenant et qui autorisent en fait les assemblées générales virtuelles. C'est compliqué, ça reste quand même compliqué, même si tout ce que je vois comme logiciel, ça me paraît, je me dis c'est bien. De l'autre côté, je crois qu'il y a une chose à faire aussi, c'est que tous les systèmes doivent être à tout le moins, pour l'instant, encore hybrides. C'est-à-dire qu'il faut des systèmes qui permettent non seulement de lier le présentiel à l'Assemblée générale, au virtuel aussi. Je crois que c'est une question d'évolution. Moi, j'y crois beaucoup parce que je crois que le jour où on parviendrait à réaliser des assemblées générales d'une manière virtuelle, nous allons gagner énormément de temps. Parce qu'il y a énormément, quand vous voyez la composition de l'Assemblée générale, quand vous voyez le déroulement d'une Assemblée générale, il y a énormément de répétitions d'année en année, et il y a énormément de choses qui pourraient être automatisées d'une manière beaucoup plus rapide pour se permettre justement de consacrer des débats à des dossiers beaucoup plus importants que ceux des fois qu'on peut entendre, qui sont des discussions tout à fait peut-être mineures par rapport aux enjeux qui sont à développer. Je suis professionnel, j'ai fait 40 ans d'Assemblée générale. Quand je vois la proportion, je crois que je crois qu'au moins 60%, j'ai entendu parler, 60-70% du chat, du chien, de la voisine ou des problèmes par rapport aux gros travaux de rénovation de chaudière, à toute la problématique efficacité énergétique, qui finalement, quand vous voyez le temps de parole consacré, il est excessivement réduit par rapport aux vrais problèmes de la copropriété. Et je crois que ça pourrait être intéressant d'intégrer des nouveaux outils dédié à ce point de vue-là. Oui. Et Idriss, est-ce que tu connais un outil à recommander là-dessus dans vos membres? Comment vous dites? Oui, par exemple, Upgrade Estate a lancé une app qui s'appelle Assembleo. Donc Upgrade Estate est un de nos membres. Et donc Assembleo est un outil qui permet justement de mener des assemblées générales de façon complètement digitale. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de créer une fragmentation technologique auprès de la population. Il faut éviter de le faire, mais c'est qu'une question d'approche. Et donc, si on sent que certaines personnes auront plus de problèmes à adopter la solution, il faut simplement avoir une approche plus proactive avec elles, peut-être leur écrire des user guides, voilà comment on utilise l'outil, peut-être même faire des démonstrations avec elles, peut-être même faire la première assemblée générale avec elles à côté d'elles pour les rendre autonomes. Mais je vois pas pourquoi on n'irait pas dans cette direction-là. On se rappelle que la construction et l'immobilier, c'est quand même le secteur le moins digitalisé de tous les secteurs. Il y a que la chasse et l'agriculture qui est encore moins digitalisé. Donc, je crois pas que ça va rester comme, enfin,
ça va pas rester comme ça encore très longtemps. Selon moi, c'est un secteur qui est reluctant, enfin qui est résistant au changement, mais ça va quand même se digitaliser. Donc je crois qu'on pourrait tout à fait y arriver d'ici quelques temps. C'est une question d'approche, de didactique. Ouais, pour partager notre expérience chez Smoovin, c'est vrai que l'adoption plutôt des nouvelles technologies n'est pas forcément liée à l'âge, mais plus à l'état d'esprit. Et on a beaucoup parlé du changement de l'état d'esprit suite au Covid. Peut-être que ça va être un accélérateur pour le changement. Je l'espère en tout cas. Je vais encore laisser une dernière possibilité aux gens qui voudraient poser encore des questions de le faire. Éventuellement, si c'est pas le cas, je laisserai encore un mot de la fin à nos intervenants pour clôturer ce webinaire. On n'a pas de questions pour l'instant. Idriss, pour clôturer, peut-être des bonnes opportunités. Alors, comment est-ce que l'agent immobilier peut en sortir grandi de cette situation? Je crois que l'agent immobilier peut-être grandi de cette situation par, je crois, aussi, je crois qu'il va devenir vraiment, comme je dis toujours, je crois en l'agent immobilier comme conseiller à l'investissement immobilier, à la gestion immobilière, à l'organisation, à l'administration de biens immobiliers. Je crois que qu'est-ce qu'il va pouvoir voir alors à nos amis courtiers, je dirais aussi, c'est qu'actuellement on ressent que énormément de personnes, il y a de la demande par exemple depuis 8 ou 15 jours là, pour des jardins, tout le monde a envie de se retrouver à l'extérieur de Bruxelles, tout le monde a envie d'aller ailleurs, etc., de quitter la ville. Faut-il se rendre compte, je peux comprendre cet instinct un peu, cette demande peut-être actuellement qui ne sont pas tout à fait encore objectives. Faut-il se rappeler qu'un jour, j'espère bien que, pas dire qu'on oubliera ce qui s'est passé, mais qu'il faudra réintégrer la ville parce que nous avons d'autres objectifs environnementaux qui font qu'il faut retourner vers la ville. Donc, attention quand même à ces décisions qui sont prises peut-être trop rapides, d'écartement comme ça, voilà, qui ruinerait un peu ce grand chemin que nous avons pris pour effectivement rendre vers le développement durable. Ça, c'est un peu ma petite touche que je voudrais dire. Et je crois que l'agent immobilier doit avoir ça en conscience, peut-être pas pour conseiller certainement, peut-être pour donner un peu peut-être ces informations à l'égard des gens qui subitement diraient voilà, on a envie d'avoir une autre type d'achat en vue. Voilà. Et d'autre part, je crois que toujours conseil. Je crois que l'agent immobilier doit être avant tout le conseiller de l'immobilier dans tous les secteurs. Idriss, pour terminer, toi qui es un grand défenseur de la nouvelle technologie, quel conseil on peut encore donner pour l'adoption, pour terminer? Spécifiquement au niveau de l'adoption chez un agent immobilier? Non, je ne sais pas, comment allez-vous faire adopter la technologie au mieux pour que ça se passe au mieux? Ça dépend de quel cœur de métier on parle, ça dépend dans quelle classe d'actifs. Donc, c'est un peu une question vague. Juste si je répondis sur la question précédente, qui ça me semblait très pertinente, je pense que l'agent immobilier devrait aussi peut-être réfléchir pour sortir grandi de cette crise, modèles qui sont autour de la propriété. Donc, on a toute une série de nouveaux business models qui apparaissent, qui s'appellent les rent to buy et qui permettent. Donc ça, je parle de essentiel. Et donc qui permettent de être entre l'achat et la location. Donc c'est un peu comme un renting financier d'une voiture. On devient graduellement propriétaire. Si après 5 ans, on a 25% des parts de son bien immobilier et qu'on veut changer de bien, on peut transférer ces 25% sur l'équivalent. Et ça, c'est pour moi un des gros éléments qu'il faut absolument garder à l'œil parce que ça va changer la nature du boulot, la nature du travail de l'agent immobilier.
Un autre élément aussi, c'est l'évolutivité qu'on voit de plus en plus avec tous les concepts de nomad rooms. Donc, par exemple, on achète une unité résidentielle et juste à côté, on a une autre unité qu'on peut acheter ou louer si la taille de notre noyau familial change. Et donc, pour moi, l'agent immobilier devrait essayer de réfléchir à comment est-ce que je peux procurer cette évolutivité. Donc, enfin, ça c'est peut-être les réflexions qu'on peut avoir maintenant pendant qu'on est encore dans cette économie d'hibernation, même si les transactions reprennent un peu. Mais bon, voilà. Et l'autre question, c'est un peu trop générique. C'est difficile pour moi de répondre. Ça dépend de quoi on parle. Merci pour Voilà. désolé pour la réponse, la question un peu trop vague, mais merci pour Alors, vos interventions. Je profite juste de ceci pour vous annoncer qu'on a encore un webinaire dans 2 semaines. Comment se réinventer dans un monde de plus en plus digital, notamment avec Bright qui révolutionne le CRM de mise en location et la gestion des potentiels acquéreurs ou loueurs. Et je vous remercie pour toute votre attention et on se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. merci Au revoir. Michael. Au revoir. Au revoir.